Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque de Toulouse pour un événement en deux parties, un événement qui commence ici à la Cinémathèque et qui se poursuivra à 21h à l'ABC. Voilà, je salue sa directrice, la directrice de l'ABC, Bunny Gallorini, pour donc à 21h une projection, une avant-première nationale du film de Robert Guédiguian, Une histoire de fou. Alors la Cinémathèque est très heureuse d'être partenaire de cet événement donc monté avec l'ABC, avec l'Amicale des Arméniens de Toulouse-Midi-Pyrénées ici. Je suis très heureux d'accueillir son président, Stéphane Kojayan. Voilà, on vient d'inaugurer, j'y étais, le Centre culturel franco-arménien il y a quelques jours à Toulouse. C'était un événement très beau. Je trouvais que c'était une très belle inauguration avec des très belles prises de parole. Et c'est toujours très chaleureux d'être avec vous et d'être entouré de cette communauté qu'on apprécie beaucoup et qui a toute sa place ici à la Cinémathèque, qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement ici à nos côtés dans de nombreux événements. Et donc on s'est associé bien sûr tout naturellement à cet anniversaire, puisque l'Amicale fête ses 50 ans cette année. Et puis bien sûr, vous savez que 2015 marque aussi le centenaire du génocide des Arméniens. Voilà, donc un programme avec différents films d'animation, un très beau film aussi documentaire d'Arnaud Kajadianian, voilà, si je prononce bien, voilà, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir et qui va donc nous présenter ce documentaire. Et puis donc Robert Guédiguian qui nous rejoindra tout à l'heure pour une discussion qui sera animée par Franck Lubet, responsable de la programmation, donc Robert Guédiguian et puis Arnaud, donc, qui seront là pour parler de ces films. Voilà, je donne la parole très rapidement à Stéphane. Merci d'être là. Merci beaucoup Franck. Donc merci à la Cinémathèque de Toulouse et au Cinéma ABC qui ont répondu, comme d'habitude, très positivement à notre appel pour organiser dans le cadre du centenaire, dans la série des manifestations qu'on a organisées dans le premier semestre, cet événement de la rentrée. En fait, c'est le second événement puisque au lendemain de l'inauguration du centre culturel, on a inauguré une exposition sur le génocide des Arméniens dont vous avez des bribes sur les grilles dans la cour de la Cinémathèque. Donc cette expo est présentée dans la cour du conseil départemental de la Haute-Garonne, le long du canal du Midi. C'est une expo en plein air, libre d'accès, et qui retrace toute l'historique du génocide et l'arrivée des premiers migrants qu'on appelle aujourd'hui, s'ils étaient arméniens à cette époque-là, dans les années 25, il y en avait 100 000. Donc ça nous renvoie sur l'actualité que l'on vit aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle du centenaire cette année, mais le génocide arménien a commencé à la fin du 19e siècle et s'est poursuivi jusqu'à dans les années 25. Donc ça a duré à peu près 30-35 ans. Et ça a été crescendo. Le 24 avril 1915, c'est la date symbolique qui a été choisie parce que c'était la date où on a arrêté 300 dignitaires arméniens pour ensuite les exécuter. C'était les débuts des grands massacres et des grandes déportations. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps. Et déjà à l'époque, en 1896-97, Jean Jaurès, 4 fois, a interpellé ses collègues dans la Chambre des députés pour les alerter et tirer la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, l'histoire, vous la connaissez, ça a quand même fini par un génocide. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est absent, Gérard Karagozian, notre vice-président, qui est un ami fidèle de la Cinémathèque. Et il est absent parce qu'il accompagne le député Gérard Bapt en mission privée, humanitaire, d'observation en Syrie. Donc ça en renvoie un écho vraiment, pour nous, très dur, parce que à peu près sur la même terre, à peu près le même scénario est en train de se reproduire avec à peu près les mêmes acteurs et surtout avec un acteur dans l'ombre que certains n'hésitent pas à nommer, la Turquie, qui poursuit son travail tout au long, depuis un siècle et qui continue aujourd'hui à pourchasser, à essayer d'exterminer les chrétiens, les Kurdes ou tous ceux qui le dérangent. Donc c'était aussi l'idée de cette soirée, le génocide arménien, un siècle plus tard, connaître et reconnaître, c'est le travail de mémoire évidemment que l'on fait, le travail d'instruction pour que ceux qui ne le savent pas découvrent
ce génocide, et aussi pour demander que justice soit faite, que les principaux auteurs le reconnaissent, l'État turc, et ils soient même traduits devant la justice pour que ça ne se renouvelle pas. C'est ça qui est important pour nous, surtout aujourd'hui lorsqu'on voit ce qui se passe en Syrie, en Irak, et pour les chrétiens du Moyen-Orient. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc on va vivre 3 films, là on va aller voir tout à l'heure, qui vont être très très intéressants. Vous verrez, le premier, c'est un très court métrage de Pablo Gostanian, un cinéaste, en fait une agence de com argentine qui a fait ce film pour un peu frapper les esprits. Et ensuite, donc, le film de Serge Avetikian, Chien d'histoire, un véritable bijou. Donc, c'est un film de 15-16 minutes avant de découvrir le film d'Arnaud. Arnaud, je te laisse la parole pour que tu nous en parles. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. On peut applaudir. Hein. Je vais faire très rapide puisque je reviens dans un peu plus d'1 heure pour échanger avec vous. Il y aura aussi Robert Guédiguian. Simplement, je vais en profiter pour remercier la Cinémathèque de Toulouse et l'Amicale des Arméniens de m'avoir offert cette opportunité déjà de projeter le film, puis surtout d'échanger avec vous, parce que c'est quelque chose qui souvent est assez pertinent et c'est un film qui réveille beaucoup de questions chez les spectateurs. Donc je serais ravi d'en parler avec vous tout à l'heure. Voilà, en quelques mots, c'est un film sur l'histoire de mes arrière-grands-parents qui ont échappé au génocide arménien, qui sont les 2 seuls survivants de leur famille. Merci d'être venus et à tout à l'heure. Merci. Et avant qu'on commence, donc je cède la parole à Madame Ouadek qui représente le président Malvi, président de la région Midi-Pyrénées. Voilà, juste quelques mots pour vous dire que la région vous accompagne dans toutes vos actions, Monsieur le Président, et que je salue donc cette initiative avec l'ABC et la Cinémathèque, et qu'hélas, oui, l'histoire se répète, ou elle bafouille plus exactement, et voilà, il faudrait agir, voilà. Merci Madame. Merci à tous et donc à tout à l'heure pour cette discussion après les projections. Du coup, j'ai une question en fait pour tous les deux, puisque là aujourd'hui on est réunis sur la question de la mémoire, et que ce soit dans vos films, celui d'Arnaud, comme vient de voir, Voyage en Arménie, puisque j'ai pas vu votre dernier qu'on découvrira tout à l'heure. Les questions de la mémoire, mais souvent la mémoire personnelle. On part du personnel pour aller à une mémoire collective et une histoire personnelle finalement, et qui rejoint la grande histoire, ou le grand oublié de l'histoire quasiment. Et moi j'ai le sentiment, où je ressens comme un sentiment que je ne sais pas bien définir et que j'appellerais l'arménité. Mais c'est-à-dire d'un retour aux sources, qui ne sont pas non plus les sources, un voyage qui est aussi initiatique. Alors peut-être que c'est propre justement aux générations descendantes des réfugiés. Est-ce que ce sentiment, est-ce qu'il existe vraiment, ou et s'il existe, est-ce que vous pourriez le définir l'un et l'autre, s'il vous plaît? Je vous en prie. Moi, c'est vrai que ça commence à être assez lointain, puisque c'est mes arrière-grands-parents qui ont vécu ce génocide. Donc, j'ai pas eu de lien direct, on va dire, avec ces personnes-là. J'ai connu un petit peu mon grand-père. Mais c'est un sujet qui n'a jamais été évoqué au sein de ma famille. Voilà, il s'est un petit peu perdu au fil des générations. On savait en gros ce qui s'était passé, on va dire la grande histoire, y compris ce qu'on apprend à l'école. La petite histoire, celle de ma famille, j'ai dû vraiment aller chercher des informations un peu à droite à gauche et questionner mes oncles et tantes qui ont connu Anna et Van. Et le film, c'était aussi le prétexte pour créer du dialogue au sein de ma propre famille, où c'est un sujet qui n'est pas, je dirais pas qui est tabou, mais en tout cas n'était pas du tout abordé. On avait les grandes lignes, mais on savait pas. Moi, j'avais envie de connaître des détails, voilà. 2 personnes qui échappent à un génocide, c'était les 2 seuls survivants, ils avaient 15 et 17 ans. C'est vrai que je me disais comment ils ont fait, quoi. Comment est-ce que des gens les ont aidés, est-ce qu'ils se sont sauvés tout seuls, et ça a été un peu le départ de ma démarche. Donc je dirais que moi, il n'y a pas eu vraiment de transmission de la mémoire. Du coup, je suis allé un peu la provoquer, la titiller en faisant ce film aussi.
enfin, oui, si vous voulez, moi c'est un petit peu différent. D'abord parce que Le Voyage en Arménie est qui est le film que j'ai fait à ce sujet-là, jusqu'à celui que vous allez voir ce soir, mais est une fiction d'abord. Donc qui à ma connaissance, à part des emprunts de noms, en fait, de noms et de prénoms, qui me sont personnels. Je veux dire, le personnage s'appelle Alexandria, et ça c'est le nom effectivement de ma grand-mère. Donc à part quelques clins d'œil comme ça en fait à ma famille, je n'ai pas fait un travail comme je viens de le voir là, le plus précis possible avec les sources qui existent, ou plutôt avec les sources qui n'existent pas, pour aller rechercher, et qui est un travail effectivement de documentaire. C'est très proche d'ailleurs, j'ai trouvé du travail qu'avait fait Serge il y a quelques années. Vous l'aviez vu, non? Oui. Oui, bien sûr, c'était la même démarche. Voilà, et qu'il avait fait... il a fait même 2 fois, à 10 ans d'intervalle. Il est allé retourner 2 fois dans le même village, et où il avait constaté que dans le même village, la deuxième fois, des traces avaient disparu. Mais il avait la preuve qu'elles étaient là auparavant, puisqu'il les avait filmées 10 ans auparavant. Donc il mettait sous le nez pas des autorités, mais je crois de maires, en fait, la preuve qu'il lui mentait, puisqu'il disait, regardez, j'étais là il y a 10 ans et j'ai filmé, voilà. Donc je trouve que c'est des démarches, évidemment, qui sont extrêmement importantes et qui contribuent, mais de manière différente de ce que fait la fiction, moi je dirais, je me méfie du mot mémoire, c'est-à-dire moi je dirais, c'est pas tellement reconstituer la mémoire, elle s'est construite au fil du temps, parce qu'il ne restait que la mémoire, puisqu'évidemment... comme dit l'adage, l'histoire est écrite par les vainqueurs, aux vaincus il ne reste que la mémoire. Donc il ne restait que la mémoire, mais cette mémoire-là, au fond, la mémoire d'aujourd'hui, elle s'est construite au fil du temps. Elle s'est construite sur 100 ans. Donc là, le film que je viens de voir participe à nouveau de la construction de cette mémoire-là. Mais cette construction de la mémoire nous permet de faire l'histoire, en fait. Voilà. Moi, même le mot devoir de mémoire est un mot qui, des fois, me gêne un peu. D'abord, c'est le droit, et c'est pas le devoir. Et puis, c'est le devoir d'histoire. Donc, c'est le devoir de dire la vérité, la justice. Parce que la mémoire, évidemment, par définition, la mémoire, ça déforme. Donc, d'ailleurs, l'histoire bouge, et elle est infinie aussi, l'histoire. Elle est aussi infinie que l'avenir. Donc, c'est un travail qui doit être constant, parce que c'est un travail que l'humanité doit fournir pour en permanence chercher à s'améliorer par la fiction, par le documentaire, etc. Oui, de confronter, de se confronter. Et juste un mot sur l'histoire de l'arménité, c'est vrai que je crois qu'il faut... en tout cas, moi, si j'ai fait un jour un film sur cette question-là, ce n'est pas qu'une affaire d'âge, ce n'est pas que parce que je devenais vieux, mais c'est aussi parce que cette question, depuis, mettons, pour aller vite, 25-30 ans, je veux dire, tout le monde ne parle que d'identité. Je veux dire, c'est lié à beaucoup de choses, mais c'est vrai que, à mon goût, on en parle beaucoup trop. Et surtout, c'est pas qu'on en parle trop, c'est que cette idée, qui sommes-nous, etc., voilà, cette idée très générale d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un concept tellement en fait, intéressant, l'identité, moi, voilà, pour tout dire. Mais en tout cas, les gens qui ont travaillé cette question-là sont tous des intégristes, voilà, des essentialistes, des intégristes, voilà, et tout ça, des communautaristes, voilà, tous ces monistes. Donc, grosso modo, tous les gens qui parlent d'identité, qui est peut-être un concept bidon, hein, je faudrait vraiment réfléchir à ça. Mais en fait, les philosophes le font, enfin, moi, c'est pas non plus mon métier, tout à fait. Je me suis dit que c'était bien, face à tous ces gens-là, que je me remêle un peu aussi, moi, voilà. Moi qui suis de gauche et qui dit que c'est peut-être bidon tout ça, qu'il faut y réfléchir, qui dit que peut-être qu'on connaît son identité le jour de sa mort, parce qu'on peut mesurer effectivement quelle a été notre vie. Au fond, je crois que moi, je saurai mon identité le jour où je mourrai. Voilà, on pourra dire, tiens, ce type-là a fait ça, ça et ça, a vécu là, là et là. Donc son identité, c'est sa biographie. Mais si c'est sa biographie, elle est forcément, j'allais dire, oui, elle est ou très tardive ou posthume. Donc tout ça,
Si c'est pour être, c'est toujours pour être régressif, quoi. C'est toujours pour être en arrière. Alors j'ai presque envie de dire, et Dieu sait si ça vaut pour les Arméniens, que l'origine, c'est pas d'où l'on vient, c'est d'où l'on part. Voilà, pour utiliser une formule. Pardon. Alors juste, merci pour ce film, Arnaud. C'était vraiment très frappant, émouvant. Puis on revoyait tous ces concepts, tous ces clichés qu'on a, mais qu'on le voit sur le terrain. Tous ces tabous. Donc si vous voulez avoir un malaise dans une famille turque, vous parlez, dites arménien, et puis de suite, on voit la réaction. Donc on a bien vu des gens qui étaient gênés. On sentait que le tabou était là dans la population. Après aussi, on l'a vu auprès de ce jeune intellectuel qui savait de quoi il s'agissait. Il le dit après en off. Moi, il me semble qu'il y a quand même une chose à laquelle il faut qu'on fasse attention, c'est la politique d'État de l'État turc qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, et la position de la population qui a été à laquelle on a falsifié l'histoire, on leur a appris une autre histoire, et donc ils se trouvent un peu pris en otage. Et puis, il y a le poids de l'histoire, il y a la distance. Donc c'était très intéressant de retrouver toute cette complexité à travers ce voyage. Je voulais juste savoir, ces gens-là, donc tu les as interviewés de façon au hasard, ou comment vous avez fait pour trouver ces familles En fait, c'est un travail qui a débuté en 2013. J'ai commencé à écrire le film dans une résidence en Ardèche de documentaire. Et à cette époque-là, j'ai fait des repérages en Turquie, à Istanbul et dans la région d'Erzincan. Et à ce moment-là, j'ai rencontré pas mal de villageois qui ont accepté sur le papier de faire le film. À ce moment-là, j'étais seul avec un traducteur. Et quand je suis retourné sur place, donc 1 an et demi après, c'était en décembre 2014, certains avaient quitté les villages, c'est des villages qui sont quasiment abandonnés, et d'autres avaient changé d'avis entre-temps. Quand je suis arrivé avec une équipe de tournage, et puis aussi avec des gendarmes qui étaient là pour un peu nous encadrer, nous surveiller, ça effrayait pas mal de gens. Donc j'ai dû refaire mon casting, on va dire, sur le moment. Et les 5 témoignages qu'on a dans le film, c'est les 5 qu'on a eus sur la période de tournage. On est resté 10 jours. Et voilà, c'est vraiment des rencontres qui n'étaient pas du tout préparées. C'est pour ça qu'on filmait, on le voit dès le début de mon entrée chez ces personnes, qui acceptaient évidemment de participer au film. Et à partir de ce moment-là, on laissait tourner jusqu'à mon départ, en espérant qu'il se passe quelque chose. Et du coup, donc, il y avait des autorisations, vous étiez avec des gendarmes, ou c'était quoi le but officiel de la démarche? Oui, c'est vrai qu'avec ma productrice, on s'est posé la question pendant de longs mois, et on a décidé de jouer la franchise. Donc on a envoyé une demande d'autorisation au ministère de la Culture en Turquie, sans tricher sur le projet, en enlevant le terme génocide parce qu'on savait que ça serait rédhibitoire, mais en tout cas en disant qu'on allait faire un film sur les Arméniens de cette région. Et j'ai été convoqué à l'ambassade de Turquie à Paris par un conseiller culturel pour défendre mon projet, le rassurer sur mes intentions. Et quand je lui ai exposé ma démarche, qui est plutôt pacifique, je le pense, à ma grande surprise, il a accepté, en tout cas il a fait un retour au ministère turc qui a accepté le tournage. Je crois que c'est le premier film qui traite vraiment frontalement de ce sujet qui obtient cette autorisation. Donc ça fait partie aussi de ce double discours qu'on peut retrouver en Turquie. D'une part, on accepte qu'un film se fasse, et quand on est arrivé, on nous a fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus, qu'en tout cas on allait devoir surveiller un petit peu nos paroles. Donc on a été accueillis par 5-6 gendarmes qui nous ont suivis à la trace pendant les 3-4 premiers jours. Donc là, clairement, il ne s'est quasiment rien passé au niveau du tournage, puisque les villageois étaient effrayés. C'est une région dans laquelle il y a eu pas mal de terrorisme jusqu'au début des années 2000. Donc c'est vrai que la présence militaire, elle n'est pas très acceptée.
Et au bout de quelques jours, on a réussi à avoir un dialogue avec eux, à leur faire comprendre grâce au traducteur qu'on avait besoin d'un peu d'espace. Donc ils nous attendaient à l'entrée des villages et ça nous permettait d'aller à la rencontre des gens sans présence armée. Donc voilà, un petit peu un double discours, une autorisation assez historique, et puis d'un autre côté, c'était pas si simple. À partir de quel moment vous avez eu cette idée du film processuel, d'aller d'un lieu à l'autre, presque une performance, ou est-ce que vous avez vraiment marché d'un lieu à l'autre, ou est-ce que c'était simplement lorsqu'on vous filmait? Est-ce qu'il y avait vraiment ce processus? Oui, ça c'était quasiment le premier élément du film, avant qu'il y ait le tableau, avant qu'il y ait la thématique des justes. Il y avait cette idée de refaire les 42 km. C'est un chemin qui était assez précisément décrit dans les petites notes qu'on avait dans la famille. On sait que c'est le chemin qu'empruntaient les déportés. Et du coup, il y avait cette idée de refaire cette marche 100 ans plus tard, avec évidemment des paysages qui ont un petit peu changé entre-temps, une ville qui est beaucoup plus grande qu'à l'époque. Et sans savoir ce qu'on allait retrouver, avant de partir, je ne savais pas s'il restait des traces de vie arménienne. On le voit dans le film, à part le monastère de Terjan, il n'y a plus grand-chose, sachant qu'il y a eu 2 séismes entre-temps, donc ça n'a pas arrangé les choses. La ville a été complètement rasée d'Erzincan. Et donc il y avait un côté un peu performance, sachant que dans le tournage, c'est du cinéma, donc chaque matin, chaque soir plutôt, on rentrait au point A, qui était notre lieu d'hébergement, et puis on faisait 5-6 km par jour. Donc on l'a fait en plusieurs fois, je ne l'ai pas fait comme à l'époque. L'idée, c'était plus quelque chose de métaphorique. J'ai pas la prétention de refaire ce qu'ils ont traversé. Deuxième chose, vous avez commencé à dire, le tableau, à quel moment vous l'avez senti utile, nécessaire? Ça, c'était un peu plus tard, et c'était vraiment le déclic pour l'écriture du film. C'est un tableau que j'ai découvert par hasard à Paris, au Petit Palais. Et immédiatement, ça m'a effectivement rappelé l'histoire de mon arrière-grand-père. C'était vraiment une représentation assez fidèle de ce qu'on m'avait raconté. Le sauvetage, l'âne, le paysan. Et dans un second temps, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'utiliser non seulement comme objet symbolique, mais aussi comme un outil vraiment de communication pour reprendre ce que disait Robert sur le film de Serge Avedikian. Et lui, à l'époque, ça avait été très difficile, sa confrontation avec les villageois, avec le maire. Voilà, il est arrivé en disant, voilà, je suis un peu là pour parler du génocide, pour parler de ma famille. Les gens étaient du coup tout de suite dans une posture un peu de défense. Donc je me suis dit, il faut que je trouve peut-être un élément plus en biais pour pas arriver chez les gens et directement parler du sujet sensible. Donc le tableau, ça me permettait de les faire parler. On voit dans le film, parfois ils viennent d'eux-mêmes à évoquer 1915, 1920. Et voilà, c'était... Pouvez-vous situer sur une carte la position du village Erzincan? Où est-ce qu'il se trouve exactement? On va dire centre-est, à 400 km de la frontière avec la Syrie. Voilà, c'est à 2 heures vol d'avion d'Istanbul. Quelle est la ville la plus proche? Erzincan, c'est la plus grande ville. Voilà, c'est vraiment une ville de 200 000 habitants. Voilà, et donc c'était Kemar, donc qui est maintenant un village. C'était vraiment l'un des principaux lieux de déportation en 1915. C'est à l'est de Sivas, non? Oui. À l'est et un peu au nord de Sivas. Pour l'anecdote, c'est la ville où est né ce Goman Télérian. Qui est fait que, pour ceux qui ne connaissent pas, que vous verrez dans le film ce soir. Parce que je vois que... C'est un teasing. Ce Goman Télérian, c'est ce jeune homme qui a tué Talat Pacha à Berlin en 1921. Enfin, voilà. Non, je croyais que beaucoup de gens connaissaient. Mais moi, j'étais surpris quand j'ai vu Erzincan. Pour moi, je pense toujours à ce Goman Télérian. Et c'est vrai que la photo, c'est saisissant, le tableau, pardon. Voilà. J'étais surpris d'ailleurs, parce qu'au début, il est cadré,
il est très petit dans l'image et comme il raconte exactement il montre exactement plutôt ce que vous avez raconté. Le coup, je mets une photo de cette scène et puis en fait, j'avais vu le tableau aussi dans une exposition, donc j'ai reconnu assez vite que c'était le tableau de Corot, c'est ça? Non, pas Corot, Aimé Moreau. Moreau. Ouais. Et que j'avais vu dans une expo aussi sur les réalismes, c'est ça, hein, et ça, du coup, ça devient une idée récurrente, vachement superbe. Ouais. Qui fonctionne très bien, ouais. Une archive. Ça devient une archive, en fait. Ouais, ma tante, elle a cru que c'était une photo. Au début, elle croyait que c'était... Oui, surtout que ces peintres-là, c'est l'école réaliste qui fait de la photo, quoi, qui a une peinture photographie, qui est justement d'ailleurs... Enfin, il s'était inspiré d'une région, voilà, avec ses paysages. Il avait vraiment pris des photos, enfin, il s'était basé sur des choses très concrètes pour reproduire très précisément. Ouais. C'est un peintre français. Je voulais vous dire, je trouve votre film très très beau, indépendamment de ce qu'il dit, et j'aime beaucoup cette... Pardon. Donc je répète, je trouve votre film très beau, vraiment, et vous avez trouvé, une forme qui convient à cette espèce de démarche archéologique aussi que vous faites sur les paysages, marchés, les cailloux, les bâtiments détruits. Et j'ai été très touchée dans votre film quand vous montrez le cimetière arménien. C'est un cimetière arménien, je crois. C'est pas vraiment, pas non. Tout à fait. En l'occurrence, je crois que c'est un cimetière juif qui est à l'abandon à Istanbul. Voilà. Et en fait, c'est les deux personnages qui sont un peu dans cette quête de leur propre ancêtre, qui en fait, dont la tombe a été recouverte par une route. Et voilà. Donc, en fait, ils se baladent dans ce quartier où il était enterré, tout en sachant qu'ils ne retrouveront pas la tombe, mais c'était quelque chose d'assez... c'était un peu un miroir avec ma propre démarche. C'est-à-dire que leur arrière-grand-père, donc qui a sauvé des Arméniens, il n'a pas de reconnaissance et au contraire, sa mémoire a été vraiment effacée. Donc voilà, mais ce cimetière, c'est un cimetière juif, quoi, à Istanbul, on le voit à l'abandon. Il n'y a plus personne qui vient se recueillir. Alors, c'est curieux parce que ça m'a fait penser au cimetière juif de Weißensee, qui est à Berlin et qui est aussi un cimetière à l'abandon, puisqu'on sait très bien qu'entre 1933 et 1945, il n'y a pas de juifs qui sont morts en Allemagne. Voilà, et je trouve que c'est une image très forte, là. Merci pour le film, j'aime vraiment beaucoup le film. Merci. En attendant une autre question, le fait de marcher dans l'eau, c'est quelque chose de voulu, c'est symbolique. Maman a dû s'inquiéter. Les parents d'Arnaud sont là. Non, c'est vrai que sur ces 42 km, il y avait des passages plus ou moins périlleux, donc voilà, on m'a filmé dans toutes les positions possibles, et là c'est plutôt une idée de montage, de montrer un peu ce parcours difficile au moment où mon oncle parle d'un avenir possible, d'une réconciliation possible avec la Turquie. Voilà, c'était une petite analogie entre voilà, tout ce qui reste, le chemin qui reste à accomplir, et voilà, ma propre marche qui était parfois très compliquée. Sachant qu'à l'époque, j'imagine, c'était encore plus difficile, mais maintenant, c'est une ville qui est assez importante, et donc c'était des conditions qui étaient plus faciles, mais il y a eu des petits passages comme ça où je me suis mouillé. Est-ce que vous avez montré le film aux personnes que vous avez interviewées? Est-ce qu'ils l'ont vu dans l'ensemble? Non, pas encore. L'idée pour moi, c'est vraiment de leur montrer en ma présence, ne serait-ce que pour réagir ou pour voilà, échanger avec eux, pour pas qu'ils prennent le film d'une mauvaise manière ou qu'ils se sentent... je sais pas, voilà, rien n'a été volé, on voit dans le film, c'est un plan séquence, on est face à eux, mais
comme ils n'ont pas assisté au reste du film, la partie en France notamment, il faut absolument que je sois là pour leur expliquer voilà, ce qui s'est passé avec mes oncles et tantes. Donc l'idée, ça serait presque de faire une projection vraiment pour eux. C'est vrai qu'ils sont dans un coin assez reculé, je doute qu'on diffuse le film à Erzincan. On va essayer de le diffuser à Istanbul au festival. Et moi j'aimerais bien, ça c'est clair, retourner dans ce village avec un DVD et leur montrer, mais vraiment de manière plus intime que dans une salle. De toute façon, je pense pas qu'ils se sentiraient prêts à voir le film devant d'autres villageois. Je pensais justement de façon intime pour avoir aussi leur réaction, parce que on a leur réaction à l'écran, c'est-à-dire on a le moment donné où la parole s'arrête. Donc du coup je me demandais si le film, de voir le film, pas forcément en salle et pas même voilà, sur une télé, sur un moniteur, est-ce que du coup ça pourrait pas donner de redonner la parole quelque part, du fait de s'entendre et d'entendre d'autres personnes aussi, et de le voir, des fois ça peut être différent que d'être dans un dispositif et répondre à des questions, et notamment des questions qui sont plutôt tabous là-bas. C'est vrai que souvent on le sent à la fin des entretiens, il y a quand même quelque chose qui s'assombrit, même à la dernière personne qui est vraiment dans l'empathie, etc. On sent sur vraiment les dernières secondes, c'est vraiment la fin de l'entretien, qu'elle réalise ce qu'elle vient de raconter, et on sent son visage quand même qui se ferme un petit peu. Et l'homme avec lequel ça se passe pas très bien, je pense pas que je pourrais lui montrer le film. Enfin, voilà, il serait pas apte à le regarder, celui avec lequel on a le gros silence, quoi. J'ai pris le micro, j'ai une question justement, j'étais en train de penser à ça. J'ai une double question en fait. Quand il y a eu cette première réaction de la personne qui a mal pris la chose, qui vous dit de penser au futur mais pas au passé, moi je me suis senti mal. Alors j'aimerais connaître ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là, comment vous réagissez à chaque fois dans votre tête, dans votre corps. Déjà pour moi c'est dur d'en parler, parce qu'on a tous des réactions humaines. Est-ce qu'au montage il y a des temps de silence qui ont été, parce que là on entend bien, il y a des longueurs qui parlent en fait, et c'est bouleversant. Et moi, ça m'a touché beaucoup, même ça m'a mis mal à l'aise en tant que spectateur. Comment vous avez réagi, et est-ce qu'après, au montage, il y a des choses qui ont été coupées, ou comment avez-vous géré ces silences, en fait? Voilà. Au montage, on le voit dans le film, le choix, ça a été plutôt de garder ces moments de flottement. Typiquement, c'est des passages qu'on couperait en fiction. Enfin, en tout cas, on irait un peu plus rapidement à la séquence suivante. Là, on avait fait le choix avec la monteuse de les garder, parce qu'évidemment, ça raconte beaucoup. Ça raconte peut-être même plus que les discours un peu, parfois, appris par cœur. Et après, sur mes réactions, c'est vrai que moi, j'ai vraiment pris le film en tant que, on va dire, comédien, même si je joue mon propre rôle comme une fiction. Donc, je suis parti dans l'idée de ne pas couper la parole aux gens, de vraiment être dans une attitude un peu passive, volontairement, pour leur laisser la place. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très tendu dans la pièce. Ce qu'on faisait en sorte, en fait, de ne pas tout dévoiler avant de commencer à tourner. Donc, les personnages découvrent vraiment la raison de ma venue pendant le tournage. Et c'est vrai que cette personne-là, en l'occurrence, c'était insupportable pour lui. Ensuite, il nous a raccompagnés jusqu'à la sortie du village. Voilà, ça a été le moment le plus tendu du film, ça en est resté là, mais c'est vrai que pour lui c'était trop douloureux de revenir sur le passé. Oui. Et c'est pour ça qu'il me renvoie, et on peut le comprendre, vers le gouvernement, etc. Donc, oui, il y a aussi quand même, et ça tu le dis dans le film, il y a aussi une peur légitime. Hein. Je dirais, les gens risquent quelque chose à dire ça, ou à parler de ces choses-là. Effectivement, tu précises le mot génocide, etc. Même ce jeune homme historien, etc., qui travaille à ces questions-là, dit
grosso modo, il dit que ça reste tabou et il dit pas qu'il veut pas le dire. Il fuit un peu sur des textes qu'il n'a pas, mais il donne la définition. Après, il donne une définition. Bon, d'ailleurs, il a une définition qui est fausse, hein, parce que dans la définition des génocides, c'est effectivement aussi la déportation, la purification ethnique, etc. Donc, c'est un génocide. Voilà. Mais c'est vrai qu'il court des sanctions, voire de la prison. Donc. Oui, c'est pour ça que au début, enfin avant de filmer les gens, voilà, on leur expliquait quand même qu'on allait parler du sujet des Arméniens sans rentrer plus dans les détails. Et comme on le voit, on les filme chez eux, donc c'était vraiment des... on avait pris la décision de voler aucune image, donc il fallait que ce soit très clair. C'est pour ça que le dispositif est vraiment minimaliste. Et à la fin de chaque entretien, effectivement, on demandait aux gens si voilà, ils étaient OK pour être dans le film. On leur précisait que c'était un film pour le cinéma, parce que là-bas, il y a un peu une peur de la télévision. Donc c'est souvent ça qui leur faisait souci. Et simplement, ils ne voulaient pas être associés avec le terme génocide. C'est ce que j'ai compris, notamment à Istanbul, où voilà, effectivement, ce jeune homme qui est hyper engagé et qui a mené une pensée sur ce sujet, qui est fier du sauvetage... des sauvetages réalisés par son arrière-grand-père. Même lui, il a ce blocage qui est effectivement une peur des représailles, une peur de cette loi, de cet article 301. Donc ça, c'est vrai que je l'ai senti. C'est pour ça que, parce que j'ai tourné d'abord la partie à Istanbul et après la partie en Anatolie, c'est vrai qu'une fois sur place, j'ai fait en sorte, on le voit dans le film, de ne pas prononcer le mot génocide. Non pas pour moi, évidemment, mais pour pas mettre en péril les personnages et le traducteur du film aussi, qui vit en Turquie et qui s'est engagé à faire ce film sans utiliser ce terme, parce que pour lui ça le met en danger, ou ça peut mettre en danger sa famille. Et globalement, je ne suis pas allé en Turquie pour obtenir ce mot, enfin, je savais que je l'obtiendrais pas, donc j'ai pas cherché à insister. Je l'ai utilisé seulement pour ce jeune homme, parce que je pensais qu'avec lui ça pourrait passer. Soit une dernière question, soit on arrête parce qu'il est pour passer à un moment convivial en bas. Alors juste peut-être pour dire que Arnaud a amené des DVD du film. Voilà, si jamais vous voulez l'offrir à un proche qui n'a pas pu venir ce soir, ils sont à l'accueil de la Cinémathèque. Et les films seront dans les salles ou il est déjà sorti ? Le film, il n'a pas de distributeur, mais on a fait une petite sortie pour l'instant à Paris, donc dans une salle depuis le 16 septembre. Et on essaie de faire comme ça des projections itinérantes. On va essayer aussi d'aller à l'étranger. Il va passer à Toronto, festival du cinéma arménien en novembre. À Gardanne aussi, à côté d'Aix-en-Provence, c'est un festival en octobre. On a fait Bordeaux, on va faire Sarcelles un petit peu, on va faire pas mal de villes avec des fortes communautés arméniennes, mais pas que. Il y a aussi des gens extérieurs à ce sujet qui sont intéressés. Voilà, donc on cherche encore plein de salles.